donc enchaîner avec le deuxième table ronde. Vous le voyez derrière moi, nous allons avoir 5 intervenants, plus un témoignage vidéo de Batirim, où déjà Marie-Dominique Bogo est intervenue à juste titre pour nous rappeler ces enjeux donc sur les opportunités et les freins. Et donc j'invite à me rejoindre sur scène pour en parler Madame Marie-Angèle Sanchez et messieurs Sylvain Laurenceau, Cyril Sartor, Sébastien Duprat dont on parlait et Romain de Garcigny, pendant qu'on nettoie tous les micros, puisqu'évidemment il y a des mesures Covid. Je vous en prie, venez vous installer. Donc, on l'a vu, comme vous le voulez. C'est toujours il y a un petit mouvement, il y a un petit flottement le temps que chacun s'installe. Bonjour, merci de nous rejoindre. Donc on le voit, parfois il y a encore des incertitudes techniques qui soulèvent des questions et qui peuvent générer des risques. On va essayer d'y voir plus clair, de savoir comment se structure la démarche pour utiliser un produit, depuis la démolition en passant par le fameux diagnostic que je vais résumer, et la qualification et caractérisation, et notamment la question de la performance des produits. Puis on va se poser aussi la question des compétences en la matière. Est-ce qu'on voit apparaître des nouveaux métiers? Est-ce que ce sont des métiers aussi qui se transforment, on va dire? On va en parler avec nos 5 intervenants. Merci d'être avec nous. Sylvain Laurenceau, bonjour, responsable de division économie circulaire au sein du CSTB. Un mot supplémentaire pour ajouter? Non? Mot du CSTB? Oui, donc on le vous CSTB, pas. je pense que tout le monde, Oui, voilà, tout le monde connaît bien. On est peut-être ajouter quand même qu'on a refondu notre programme de recherche et expertise il n'y a pas très longtemps autour de 4 domaines d'action stratégiques, dont un autour de l'économie circulaire, dans lequel on va avoir des enjeux de connaissance des flux de matière dans le bâtiment, des enjeux autour de la valorisation de l'existant, dont le réemploi fait clairement partie, et la partie haute, on va dire, en termes de valorisation. Et puis après, derrière, également le sujet de l'éco-conception. Merci à vous. Marie-Angèle Sanchez, bonjour, qui est donc responsable du suivi des innovations au sein de l'AQC. Quelques mots supplémentaires peut-être pour vous présenter? Oui, très bien. Donc oui, l'agence qualité construction qui travaille plutôt dans la prévention des désordres, et donc au niveau du réemploi, on va être dans la maîtrise des risques qui sont engendrés donc par ces sujets, qui est utilisé depuis des millénaires, mais dont la massification peut présenter des risques de désordre. Alors évidemment, vous allez tous les deux nous introduire cette table ronde pour être un peu plus concret, évidemment, sur la spécificité du réemploi, parler des performances. Le CSTB met en place des guides et ça aussi, vous allez en parler et nous l'expliquer dans un instant. Et puis, on va voir aussi avec des acteurs ce sujet-là aussi, des opportunités, des freins. Romain de Garcigny, bonjour, merci d'être avec nous, bonjour. Qui est fondateur de Stock Pro. Alors vous êtes sur les matériaux neufs en stock, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de réemploi, parfois, il y a des matériaux qui ne sont pas utilisés dans un premier temps aussi. Oui, exactement. Nous, c'est notre sujet. Il y a à peu près 5 milliards d'euros de matériaux neufs qui ne sont pas utilisés et qui sont jetés. Et donc, c'est vraiment le sujet de Stock Pro, trouver une seconde première vie à ces produits. À vos côtés, Cyril Sartor, donc vice-président d'Intec, Union nationale des économistes, c'est ça, de la transition? Des économistes de la construction. De la construction. Moi, j'écris la transition, moi, dans mon... De la construction. Oui, ouais, ça aussi, on est en transition. Mais on aussi. est également dans la transition. Exactement. Merci à vous. Et puis, alors, on en parlait déjà tout à l'heure, Sébastien Duprat, merci d'être avec nous, donc fondateur de Cycle Up. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, après tout ce qu'a dit auparavant Benjamin. J'ai bénéficié d'un teasing assez précieux, donc je me joindrai à la discussion. Nous, on fait tout ce qu'il y a à faire pour permettre le réemploi, depuis les outils digitaux jusqu'au conseil et à la pluie opérationnelle. Mais on parlera de cette expérience concrète avec vous. Exactement. Et puis on aura donc en vidéo Batirim, j'en parlais déjà évidemment tout à l'heure. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Marie-Angèle Sanchez, peut-être pour rappeler, expliquer aussi, alors on l'a déjà évoqué, mais c'est bien d'enfoncer le clou, peut-être redéfinir vraiment le réemploi, le contexte réglementaire aussi, parce que c'est important de le préciser pour les acteurs qui nous suivent. J'en profite toujours pour dire que je vais faire en sorte de prendre des questions à la fin. N'hésitez pas, vous tous qui nous suivez en ligne, vous pouvez poser aussi vos questions. N'hésitez pas, je vous en prie. Merci. Donc effectivement, quand on parle de réemploi, c'est l'utilisation pour un même domaine d'emploi d'un produit dans une deuxième vie. Donc une porte de distribution qui est réutilisée, un port de distribution, ou éventuellement une porte coupe-feu qui est en fait utilisée en tant que port de distribution. Donc on réduit un peu ses performances. Ce qu'il faut garder à l'esprit en tant que point de vigilance, c'est qu'effectivement, au niveau du réemploi de construction et au niveau des produits, il y a eu quand même une évolution au niveau des réglementations et au niveau de la normalisation
qui peut faire en sorte en fait, qu'un produit qu'on va réutiliser, qu'on va réemployer, ne répond plus à la réglementation qui est en cours à un moment donné, que ce soit en termes thermiques, que ce soit en termes sanitaires ou autres, et également pour la normalisation. Normalement, votre slide, elle est là, si on appuie D'accord, sur le bon parfait. bouton. Très bien. Pas de souci. Un autre rappel aussi pour le réemploi, c'est que le réemploi constitue une nouvelle chaîne de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a un maître d'ouvrage A qui va céder à un maître d'ouvrage B ou à une plateforme ou qui va vendre un certain nombre de produits dont des entreprises vont se fournir pour les mettre en œuvre dans un nouvel ouvrage. Et ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est la disparition du fabricant en tel que qu'acteur de la construction. Ça a été évoqué aujourd'hui à plusieurs reprises, autant dans le recyclage, il est encore présent un peu dans la réutilisation, dans le réemploi, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et il faut garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait un acteur qui s'engage sur la performance et l'aptitude à l'emploi du produit qui va être réemployé. Et ça va aussi introduire de nouvelles missions et donc des nouvelles responsabilités. Et ça va être le diagnostic dont on a parlé, mais aussi le diagnostic ressources en vue du réemploi. Il va y avoir une dépose, le transport et stockage, la caractérisation des performances du produit de réemploi, puis le reconditionnement. Puis, dans le contexte assurantiel, un rappel aussi, celui de la notion des techniques courantes et de la notion des techniques non courantes, qui va déterminer en fait le fait que j'ai mes rapproches ou pas de mon assureur. C'est-à-dire, c'est une notion qui a été mise en œuvre pour la fluidification en fait des rapports entre assureurs et assurés. Dès lors que j'utilise une technique courante, je vais être assuré un décennal de facto pour un domaine d'activité pour lequel j'ai déclaré l'activité. Donc, quand je vais utiliser des NFDTU, des recommandations professionnelles issues du programme RAGE, des règles professionnelles acceptées par la C2P ou des ATEC et des TA qui sont en liste verte, je vais être en technique courante, puis des ATEX favorables. Et pour tous les autres techniques que je n'ai pas citées, je vais être en technique non courante. Et il est très important donc que je me rapproche de mon assureur pour déclarer l'utilisation de cette technique non courante. Et compte tenu que dans le réemploi, on ne peut pas fiabiliser la performance du produit, on peut considérer en fait que cela relève de la technique non courante. Je vois Sébastien Duprat qui opine un peu du chef en disant il n'y a peut-être pas tout à fait ça. Vous voulez faire un petit commentaire éventuellement ? Non, c'est le fait d'être présumé coupable. Quand on est amateur de réemploi, on serait... Et je pense que c'est plutôt l'inversion de la charge de la preuve qu'il faut imaginer. C'est qu'en fonction de la mise en œuvre... C'est souvent le problème dans tous les sujets développement durable, transition écologique. Vous avez remarqué, il faut toujours tout justifier que tout est nickel. Hein. C'est vrai que c'est un peu la difficulté, mais c'était important de le rappeler. Vous voulez peut-être commenter ce que disait Sébastien ? Non. Alors, de toute façon, vous restez à nos côtés. Vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être commenter. Oui, c'est que je dois contacter mon assureur. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas être assuré, mais il faut juste qu'effectivement je le contacte et qu'il fasse partie de la boucle. Et l'anticipation est essentielle dans le réemploi. On l'a dit aujourd'hui à plusieurs reprises. Et ce contact avec l'assureur est essentiel. Dans cet immeuble, il faut toujours contacter son assureur, de toute façon. Alors, ça fera aussi l'objet d'une table ronde. Comme ça, c'est bien, on a commencé à aborder le sujet et on va continuer dans la troisième table ronde à évoquer cet aspect-là. Donc, c'était important aussi de le souligner pour, on va dire, rappeler un peu les enjeux et le décor, on va dire, un peu plus global. Donc, Sylvain Laurenceau, je vais vous passer la parole puisque vous avez parlé notamment de l'aptitude à l'emploi, hein, Marie-Angèle, quand vous en avez parlé de ces produits. Donc, peut-être plus concrètement, voilà, arriver sur la justification des performances et ces enjeux avec vous. Oui, tout à fait. Du coup, l'enjeu, hein, très clairement, il est de passer d'une logique un peu de cas par cas à une logique de massification. Et d'un point de vue assurantiel, une des manières de passer d'une logique de cas par cas à une logique de massification, c'est de passer de ce qu'on appelait technique non courante à ce qu'on appelle technique courante. Et en fait, aujourd'hui, du coup, sur les opérations de réemploi, on a eu beaucoup
beaucoup d'initiatives, beaucoup de retours d'expérience qui se sont organisés. On voit à travers d'initiatives qui ont été présentées comme le booster, il y en a d'autres, du côté de la demande, il y a aussi une volonté de s'engager très fortement sur cette massification. Côté réglementaire, au 1er janvier 2022, on va avoir la RE 2020 qui arrive, on va avoir la filière REP qui se met en place, on va avoir également du coup le diagnostic PEMD qui arrive, on a une vraie date charnière en fait au 1er janvier 2022, et donc il y a besoin après derrière de pouvoir un peu dérouler tout ça. Et une des manières de pouvoir dérouler tout ça, ça peut être déjà de dire, si on parle de réemploi, au sens large, on va avoir un petit peu du mal à rentrer dans le détail, parce qu'en fait c'est extrêmement large, on va avoir des produits, des équipements, des matériaux qui vont être très différents, des performances qui vont être très différentes. Donc déjà, première étape, fonctionnons famille de produits par famille de produits. Et commençons, du coup, si possible, par celles qui sont identifiées comme les plus propices au réemploi. Parce que voilà, il y a des modèles économiques, il y a une question de justification des performances qui paraît assez simple, il y a des impacts environnementaux qui sont importants, enfin bref. Commençons déjà par un certain nombre de familles, et là, on commence à avoir un consensus en fait, sur les 10 ou 20 familles qui sont a priori propices au réemploi et qui pourraient du coup concentrer dans un premier temps les efforts, avec l'idée derrière de pouvoir aller un petit peu au-delà. Évidemment, ça va un peu dans le sens de la question de monsieur. Il y en a qui sont plus faciles, on va dire, que d'autres à réemployer. Donc on commence par ce qui est plus évident avant d'arriver vers des choses un peu plus complexes. Alors évident, pas forcément, parce que Non. s'il y a un modèle économique, si c'est des choses qui coûtent extrêmement cher, c'est pas forcément évident, mais que du coup on peut se permettre d'avoir les moyens d'eux. Et ben à ce moment-là, pourquoi pas. C'est sûr que aujourd'hui on a la SMA BTP, si on parle de structure ou de clos couverts, effectivement là les éléments de preuve, la manière de justifier qu'on est encore apte à l'usage ou apte à l'emploi, on ne va pas forcément être sur les mêmes niveaux de sollicitation. Mais derrière, voilà, il y a un des besoins, en fait, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur une manière de justifier l'aptitude à l'emploi. Et en gros, l'objectif, c'est de dire, que ce soit des produits neufs ou des produits issus du réemploi, on a un certain nombre de performances à justifier. Dans les produits neufs, la manière de justifier les performances, c'est de faire des échantillonnages de temps en temps, de réaliser des essais, du coup, voilà, d'encadrer un peu les performances des produits. Sur le réemploi, on va être sur des gisements qui vont être un peu plus divers, on va être sur des gisements qui vont être un petit peu plus réduits, une première étape de vie en œuvre aussi, du coup, avec une forme de diversité des performances, mais l'objectif, ça va être le même, ça va être de dire, parmi du coup tous les usages qu'on envisage, quelles sont les performances qu'on doit justifier, et derrière, comment est-ce qu'on peut les justifier. Et avec le réemploi, on a des produits qui ont déjà une vie en œuvre, donc qui ont déjà prouvé un certain nombre de choses, et on a du coup des modes de preuve qui peuvent être aussi différents, et potentiellement plus simples et moins coûteux à mettre en place. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à se dire, il faut qu'on se mette tous d'accord sur la manière de faire pour justifier du coup des performances des produits, et donc de leur aptitude au réemploi. D'accord. Et c'est en reconnaissant du coup ces pratiques-là qu'on pourra après potentiellement rentrer dans la logique de technique courante, sachant que quand même on est aussi sur une nouvelle page autour du réemploi. Donc en fait, sur les modes de preuve, sur les manières de faire, on a besoin aussi de pouvoir capitaliser après derrière tout ce qui se met en place pour après pouvoir faire évoluer justement ces modes de preuve en disant peut-être que dans un premier temps on a demandé un essai, finalement cet essai n'est pas nécessaire parce qu'un autocontrôle sur chantier plus simple, moins coûteux est suffisant. Mais ça, on va avoir besoin d'une forme de capitalisation. Et derrière, ça pourra du coup avoir des enseignements extrêmement forts pour l'évolution des textes. Marie-Angèle a présenté tout à l'heure un graphique où on voyait justement tout ce qui est NFDTU et autres. On peut imaginer du coup des évolutions de ces textes-là. Et puis derrière, l'autre point dont on parlait, c'est l'enseignement pour l'éco-conception et le fait qu'on aille maintenant vers des produits qui sont plus facilement démontables, réemployables. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place pour qu'on puisse bien comprendre. Ce sont des outils, des guides, pour mieux comprendre comment on qualifie techniquement un produit, comment on évalue sa performance, c'est ça? Le principe, voilà, c'est déjà d'identifier des familles de produits les plus propices au réemploi. Donc là, je vous dis, on arrive, il y a une petite vingtaine de familles de produits qui sont identifiées. La deuxième étape, c'est de mettre en place une démarche de rédaction de guide. Mais nous, CSTB, on va pas, ça n'a aucun sens que ce soit le CSTB qui développe tout seul ce type de guide. Il faut une implication extrêmement forte des parties prenantes, que ce soit celles qui vont supporter le risque, mais aussi des acteurs de la filière pour après arriver à des modes opératoires qui sont
cohérent avec les modèles économiques. Et donc voilà, il y a un certain nombre de guides qui ont été mis en œuvre, notamment dans des travaux de la Fondation Bâtiment Énergie, qui sont allés assez loin du coup dans on va dire la prise en compte de l'ensemble des retours des acteurs. Maintenant, on est vraiment à cette étape où on a besoin du coup d'un côté de massifier le volume de guides qui est produit, et puis derrière, en parallèle, d'aller vers une reconnaissance. Donc il y a la Fondation Bâtiment Énergie qui a rédigé un certain nombre de guides, le booster du réemploi aussi prévu d'en rédiger un certain nombre. Nous, on fait un appel à toutes les bonnes volontés, tous les acteurs qui ont envie en fait, de pouvoir aller travailler sur ces démarches-là, le développement de ces guides, et puis derrière, comme on le disait, leur reconnaissance. Alors après, ça, c'est la première question qui est la question du qui fait quoi, de qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, après, il y a la question, le deuxième sujet, c'est le qui fait quoi. Oui, alors, je vais peut-être exactement. être un peu plus court sur ce sujet-là. Aujourd'hui, clairement, on a deux types d'approches autour du réemploi, soit des approches, on va dire chantier par chantier, soit des approches où on passe par des plateformes de reconditionnement, un tiers-lieu de reconditionnement, qui peut être porté par un nouvel entrant. Il y a eu l'exemple de Mobius tout à l'heure autour des planchers techniques, mais qui peut aussi très bien être porté par un industriel et qui, lui, met en place une logique du coup de récupération, de reconditionnement de ses produits, qui s'inscrit potentiellement à terme dans une logique d'économie de la fonctionnalité et qui contribue de manière extrêmement forte à la massification des pratiques. Mais par rapport à un schéma un peu classique, on a d'un côté la réglementation qui arrive, avec le diagnostic PEMD qui se met en place. Ce diagnostic PEMD... Peut-être expliquer peut-être s'il change. Même si PEMD, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. Ça prend la place du diagnostic déchets avant démolition. Il y a plusieurs différences, notamment d'un côté, on ne parle plus de déchets, mais de produits, équipements, matériaux, déchets, pour bien mettre l'accent sur l'analyse du potentiel de réemploi. Et en plus de ça, ça va être étendu aussi aux opérations de rénovation significative. Et donc, on va avoir du coup une obligation d'avoir un diagnostic qui soit beaucoup plus poussé en amont, qui soit plus généralisé aussi que ce qu'on a aujourd'hui avec notamment la rénovation. Et puis il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait d'afficher les gisements en amont des opérations. Tout à l'heure, dans l'interview de Mobius, justement, il y avait le fait qu'ils ont des difficultés, enfin en tout cas qu'ils passent beaucoup de temps à chercher des approvisionnements. Là, on aura un affichage des gisements en amont des opérations pour que le temps entre le diagnostic et le lancement des marchés de déconstruction puisse servir du coup à identifier les filières de valorisation et préparer le terrain en amont. Pour réduire les délais finalement. Pour organiser les choses en amont. Parce qu'en fait, quand on va demander à un démolisseur ou un déconstructeur d'atteindre des taux de valorisation extrêmement élevés et de faire tout ça dans des délais extrêmement courts avec des pénalités de retard qui sont élevées, on voit bien qu'on est face à un gros problème. Alors que les mois d'avant ont été inutilisés au niveau de la matérialité. Donc utilisons ces mois-là et exploitons du coup le potentiel offert par le diagnostic PEMD et la plateforme qui sera associée pour pouvoir organiser au mieux les filières en amont. Et derrière, un autre, donc au niveau des emplois, donc on a parlé des emplois qu'il y aura après en termes de reconditionnement, de diagnostic et autres. Il y a après le sujet de l'acteur qui qui va aussi prendre la responsabilité sur les performances des produits. Et donc là, voilà, en fonction des approches, on peut avoir des types d'acteurs différenciés. Peut-être juste finir là-dessus au niveau des emplois sur une statistique, alors qui ne vient pas du secteur du bâtiment, parce que c'est peut-être pas encore il est peut-être encore un peu trop tôt pour le faire, mais sur la gestion des déchets ménagers. L'Ordif avait fait une étude en 2015 qui disait qu'en fait, on prend 10 000 tonnes de déchets ménagers, on les incinère, c'est à peu près un équivalent temps plein. On prend 10 000 tonnes de déchets ménagers et on les recycle, c'est 30-31 équivalents temps plein. On fait la même chose autour du réemploi, on a plusieurs centaines. Donc en fait, on voit que le potentiel de création d'emplois, il est extrêmement fort. Et c'est aussi un des leviers de l'attractivité des territoires. Alors juste, j'ai une question assez naïve, comme ça je vois que vous mettez en place, évidemment, vous essayez de formaliser des pratiques, d'isoler des familles de produits pour pouvoir créer des guides. Et là, en même temps, on se dit qu'à partir du 1er janvier 2022, les choses doivent changer. Mais en même temps, il faut le temps aussi de s'habituer à de mettre en place ces pratiques-là. Il y a quand même entre le délai de la loi et la réalité, même si la réalité, elle se fait, on le voit bien, sans avoir besoin d'une loi, mais c'est un petit peu...
J'ai un peu de mal à voir l'espace-temps. Alors déjà, la réglementation, il faut le voir comme une forme de voiture balai. Après, il y a un ensemble de dispositifs incitatifs qui cherchent à du coup appuyer, aider, mettre en avant les acteurs qui ont des pratiques vertueuses. Ensuite, oui, on a on va dire au 1er janvier 2022, on a une vraie date charnière. Maintenant, la plateforme qui va mettre en visibilité les diagnostics, elle va arriver progressivement au courant 2022, mais déjà avec, autour de la fin du 1er trimestre ou du début du 2e trimestre, déjà une opérationnalité. Donc c'est des choses qui vont changer très vite. La montée en compétences des diagnostiqueurs, c'est également, bon là on va avoir un besoin de formation, de montée en compétences, ça va être progressif. Du côté de la REP aussi, c'est des agréments, des engagements qui vont être mis en place sur quelques années, et ça va être aussi évolutif. Du coup, non, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives, beaucoup de démarches qui ont été mises en place avant le 1er janvier 2022 pour faire en sorte qu'on ait déjà les solutions. Alors tout le monde ne sera pas formé, tout le monde ne sera pas complètement prêt, mais en tout cas, on saura quoi faire. Après, ce sera plutôt de la diffusion, quoi. Ouais, c'est important de le préciser. Alors Cyril Sartor, un commentaire. Si on a une présentation, on a vu voilà, que notamment comment on travaillait sur comment le CSTB est organisé. Alors il n'y a pas que le CSTB, évidemment, des guides, mieux comprendre les pratiques, mais voilà, comment on peut être sûr quand on est un acteur, qu'on peut trouver le bon matériau, j'allais dire au bon moment, quand on a besoin. C'est toute la difficulté. Je dirais que tout dépend du modèle économique et du choix du maître d'ouvrage. Tout dépend du projet. Tous les projets n'ont pas les mêmes capacités à recevoir tel ou tel mode de réemploi. Et c'est là que prendra toute son importance le fameux diagnostic PEMD, qui, à mon sens, est vraiment le point de départ aujourd'hui, contrairement à ce qu'il était avant au travers du diagnostic déchets, qui malheureusement était plus vu sous forme d'un diagnostic supplémentaire que les maîtres d'ouvrage mettaient de côté, que même les entreprises de démolition n'utilisaient très peu. Aujourd'hui, il va falloir vraiment transformer ça en véritable outil pour que nous, derrière, économistes de la construction, on fait partie de la maîtrise d'œuvre, hein, donc on est au cœur de cette nouvelle façon de travailler, on puisse faire des propositions à nos maîtres d'ouvrage. Il va falloir qu'on soit moteur, qu'on leur explique les intérêts et qu'on leur amène les possibilités, de manière à ce que les bons choix soient faits le plus tôt possible et ne pas emmener les maîtres d'ouvrage dans des projets qui seraient utopiques. Et on a aussi la question finalement de la garantie de durabilité, de performance aussi d'un produit. Hein. Ça, c'est une autre contrainte qu'on a actuellement et qu'on a déjà depuis un certain temps. Hein. Aujourd'hui, je dirais que nous, économistes de la construction, on s'appuie déjà, comme l'a dit le président du CEDRE tout à l'heure, sur pas mal de façons de travailler, telles que le recyclage. Quand vous démolissez des bâtiments, c'est très, très fréquent qu'on propose aux maîtres d'ouvrage de réutiliser pour faire de la plateforme ou demander à ce que les entreprises prennent bien en compte la revalorisation des matériaux avec les renvois chez les industriels de manière à ce qu'ils soient revalorisés au sein des industries. Aujourd'hui, le réemploi propre, je dépose cet appareil sanitaire pour le reposer sur ce chantier, sur le nouveau projet ou sur un autre projet. Parce que ça aussi, vous avez le réemploi qui va se faire dans le cadre d'une restructuration pour le même maître d'ouvrage, ou le même maître d'ouvrage qui démolit un bâtiment va le réemployer sur un autre projet qu'il a plus loin, ou les fameuses plateformes de collecte, où là, voilà, ça se développe, il y a encore pas mal de boulot, mais il faut savoir qu'un matériau qu'on réemploie nécessite des interventions. Un appareil sanitaire, c'est pas je prends l'appareil sanitaire et je le mets à disposition de quelqu'un. Non, déjà la méthode de dépose n'est plus du tout la même que quand je démolis mon bâtiment. Donc ça veut dire que vous avez un opérateur qui est pas du tout qui n'a plus du tout les mêmes compétences, les mêmes qualifications. Et ensuite, vous avez toute la remise en état de cet appareil avec un nettoyage, un triage, puisque tout n'est pas récupérable, et puis le remplacement des pièces défectueuses. Oui, et puis s'il y a besoin d'une réparation.
La question aussi qu'on peut poser. C'est là qu'arrive la limite justement, je dirais, financière. Ça a été évoqué tout à l'heure. Parfois, oui, si on regarde juste à l'instant T de la construction, le sanitaire, par exemple, peut être plus cher qu'un sanitaire premier prix qui est fourni par un gros industriel et qui demandera beaucoup moins de précautions. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il faut voir ça à long terme, et ça a été évoqué un peu par l'ensemble des intervenants tout à l'heure, du début jusqu'à la fin, et ça a un nom, ça s'appelle le coût global. Donc au sein de l'Integ, justement, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Je ne vais pas dire parfaitement, ça serait un peu... mais c'est le cœur de notre métier. C'était d'ailleurs le sujet principal de notre congrès il y a un mois. C'est le coût global. C'est le coût du démarrage jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Et en intégrant justement ce réemploi, ça permet justement d'améliorer ce coût global. Et il a été évoqué tout à l'heure également le fameux bilan carbone. Au travers de la RE 2020 qui arrive, c'est une façon justement de baisser ce bilan carbone. Alors, c'est large comme sujet, hein, il ne faut pas le simplifier qu'à ça, mais c'est aussi un atout à mettre en avant auprès des maîtres d'ouvrage pour les inciter à se lancer dans une politique de réemploi. Maintenant, je dirais que l'acteur principal, c'est le maître d'ouvrage, mais il y a deux types de maîtres d'ouvrage. Vous avez le maître d'ouvrage privé et vous avez le maître d'ouvrage public. Je dirais qu'il y en a un des deux qui est très cloisonné, très compartimenté, et ça va être beaucoup plus compliqué à réussir à leur faire évoluer leur façon de travailler. Alors ça, c'était pour évidemment le sujet, et vous pourrez continuer à le commenter, en particulier l'aspect technique, les produits, le rôle du maître d'ouvrage. On peut se poser la question aussi de comment créer justement une filière de distribution, avec qui. Alors il y a les maîtres d'ouvrage évidemment qui entrent en ligne de compte, mais des plateformes de mise en vente, on va le voir aussi dans un instant, des plateformes pour aider à la déconstruction sélective par exemple. C'est là que je vais faire évidemment intervenir Sébastien et Romain dans un instant. Mais d'abord justement découvrir, ça va être une très bonne introduction, et puis vous pourrez commenter aussi ce qui a été dit dans un instant. En images aussi, Bâti-RIM, on en parlait avec Marie-Dominique Bogo et Virginie Bloyer de Bâti-RIM qui ont témoigné aussi de ce qu'elles mettent en place. On les découvre à présent. Nous, ce que nous avons imaginé avec Suez, en s'associant avec Resolvigne, c'est de réaliser Bâti-RIM, qui s'appuie sur l'outil RIM. Resource Information Modeling. C'est l'outil du BIM inversé. Avec cet outil RIM, nous rentrons des données sur tous les objets, les produits, les matériaux que nous identifions lors du diagnostic. À partir de là, nous réalisons des fiches de commercialisation qui sont automatisées, où tous les éléments techniques et architecturaux sont indiqués, et on va aller vers des acteurs du réemploi et de la réutilisation en priorité. Si ce n'est pas possible, on mettra à disposition du recyclage. L'outil Bâti-RIM va permettre de faire une planification, d'organiser des temps de dépose, de gérer le suivi des flux, de faire un dashboard de la déconstruction. Donc ça permet d'avoir des éléments de performance comme vous pouvez en avoir pour ceux de la construction. Les bénéfices de Bâti-RIM sont de 3 ordres. Le premier, c'est de valoriser le bâtiment là où, quand on déconstruit de manière classique, on a des postes de coût. Là, quand on déconstruit avec Bâti-RIM de manière sélective, on va générer et rendre visible une valeur de réemploi, valeur de recyclage, avec des matières qui, en ce moment, ont un cours très inflationniste positivement. Le deuxième bénéfice pour les clients, c'est un bénéfice de maîtrise de la durée du chantier, qui est un élément très important pour les clients. Et donc là, on va pouvoir ordonnancer, planifier digitalement la durée du chantier. Et le troisième bénéfice, enfin, c'est qu'on peut donner une valeur de réduction de l'empreinte carbone en passant d'un scénario de déconstruction classique à un scénario de déconstruction sélective.
Batirim se développe déjà sur son cœur de métier qui est l'accompagnement de la déconstruction sélective des bâtiments. Et on est déjà en train d'accompagner d'autres industries telles que l'aérien. Et on peut imaginer que demain, Batirim sera également au service de la déconstruction sélective de rames de train, d'éoliennes, d'autres actifs du monde de l'industrie. Si je devais résumer, Batirim rend visible l'invisible, c'est-à-dire qu'on fournit aux maîtres d'œuvre, aux donneurs d'ordre, un outil digital qui rend transparent l'actif à déconstruire. Ça change le métier dans le sens où ça donne un outil d'aide à la décision à ces donneurs d'ordre qui n'avaient pas forcément cette vision préalablement de la valeur de leurs actifs et de leurs bâtiments. Il est clair que Batirim est une méthodologie à la fois collaborative et holistique, c'est-à-dire à 360 degrés. Et nous pourrons demain assurer, garantir une déconstruction sélective maîtrisée et industrialisée. Voilà donc pour le témoignage en images de Batirim. Alors je vais vous passer la parole, hein, Sébastien Duprat, peut-être commenter aussi ce qui a été dit depuis le début aussi sur la qualification des produits et puis sur vous en tant qu'acteur. Oui, j'ai plein de commentaires. Le premier, c'est, rappelons-nous que le secteur de la construction, il est beaucoup plus divers que ce que nous sommes ici dans cette salle. La plupart des entrepreneurs de travaux sont des toutes petites entreprises pour lesquelles la garantie, ce n'est pas la priorité absolue. Le BIM, c'est un outil de science-fiction. La comptabilité carbone de leur chantier, c'est encore très très loin. Et finalement, ces acteurs-là, qui ont des enjeux de prix et de délai, ils arrivent très bien à faire du réemploi. Ils viennent tous les jours chez CycleUp acheter des produits parce que c'est pratique, parce que c'est là, parce que c'est pas cher. Et parce que finalement, on peut avoir un matériau très haut de gamme de seconde main plutôt qu'une variante en premier prix qui vient de chez Wish, comme disait Benjamin, et eux, en tant que professionnels de la construction, ils savent très bien que parce qu'il y a des la acteurs satisfaction de leurs clients dans sera la pas au plomberie, des acteurs dans la plomberie, le chauffage, qui font ça, j'allais dire, assez naturellement. Qui font ça depuis toujours, et sans faire de bruit, et sans faire de colloque à la SMA, et finalement, eux, ils y trouvent un intérêt économique. Le point que je vais mentionner là, c'est que je ne suis pas toujours certain que ce soit en totale transparence de leurs propres clients. Voilà. Mais la transparence dans le secteur du bâtiment, c'est vraiment un point cardinal. Tout le monde est transparent sur tout, c'est bien connu. Sur les prix, sur les délais, sur les coûts réels, sur les marges arrière, sur la sous-traitance. Il n'y a aucun problème de transparence dans notre secteur. Donc le réemploi n'a pas plus de pathologie de ce point de vue-là que le secteur dans son ensemble. Voilà. Et donc c'est important de se dire que parmi les facteurs d'accélération et de massification, il y a bien sûr les très grands projets, les dizaines de milliers de mètres carrés, le BIM, les garanties, mais il y a aussi les centaines de milliers d'artisans et de constructeurs du quotidien qui, eux, font du réemploi, et c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux. Et comme ceux-là sont les sous-traitants des autres, ça peut être aussi très dédramatisant sur le fait que les pratiques courantes du quotidien du secteur de la construction, c'est quand même déjà de pratiquer le réemploi. L'autre point qui me vient à l'esprit, c'est que l'idée, c'est qu'on a parlé de nouvelles compétences, mais finalement, ce n'est pas de nouvelles compétences, c'est un nouveau regard sur des compétences qui existent déjà. Être architecte, ça existe déjà, et il y a des architectes qui spécialisent dans le réemploi. Être économiste, ça existe déjà, et c'est juste une autre manière de compter les sous. Alors, on voit juste arriver des diagnostiqueurs PEMD, mais on fait faire du diagnostic avant, ça existe déjà, encore quand on le faisait, parce que 90% des diagnostics d'échecs qui étaient déjà obligatoires n'étaient pas réalisés. C'est juste de changer le regard au moment où on fait la visite. Mais en soi, on ne change pas de métier. Qualifier des performances de matériaux, ça existe déjà. C'est juste une autre manière de le faire. Au lieu de le faire à la sortie d'une chaîne de production, on le fait dans un espace logistique dédié au réemploi. Mais des tiers-lieux de reconditionnement, on en avait déjà ? Il y en avait, mais c'était... ça portait pas le même nom ? Non, mais d'une part, c'était pas structuré, et puis je ne vais pas faire comme s'il n'y avait rien de nouveau. Ouais, c'est juste que si on devait tout transformer, les métiers, les pratiques, les contrats, ça serait un challenge assez insurmontable pour la profession. Mais comme finalement les métiers existent déjà, la qualification de performance existe déjà, les pratiques existent déjà, maintenant on a juste à le formaliser, à le valoriser et à le rendre positif pour le secteur de la construction. C'est finalement plus facilement à notre portée que si on devait tout changer radicalement. Moi, c'est mon point d'optimisme, c'est que tous les clients de CycleUp, et il y en a plusieurs chaque jour, qui viennent, qui achètent, qui vendent, il n'y a eu aucun appel en garantie en 4 ans d'activité sur des centaines et des centaines de chantiers, aucun appel en garantie. Donc moi, je garantis tous les produits
à la fois des produits, enfin tous les produits à l'exception, pardon, du clos couvert et de l'étanchéité. Hein, pardon, je vais être précis. Donc, je garantis presque tous les produits. Et j'ai eu aucun appel en garantie. Je ne suis pas sûr que tous les industriels du neuf puissent dire qu'ils ont eu aucun appel en garantie dans les 4 dernières années. Donc le réemploi n'est pas plus sinistrogène que la construction neuve. C'est important de l'avoir. Et en 4 ans, notre police d'assurance, elle a baissé de prix. Et pareil, ce n'est pas assez fréquent que le prix de l'assurance que je paye tous les ans diminue d'année en année du fait de l'absence de sinistre. Et donc je voudrais que même si l'enjeu de traçabilité il est là, même si l'enjeu de structurer ces nouveaux regards sur des métiers qui existent déjà, il est important et que le potentiel économique il est fort pour résoudre le défi carbone de notre secteur, je ne voudrais pas non plus qu'on imagine que c'est une révolution qu'on propose. C'est un regard différent, mais tous les métiers sont déjà autour de la table. Il n'y a plus qu'à les mobiliser dans le bon sens. Alors, je pourrais continuer à vous faire réagir, mais je voudrais me tourner vers un autre acteur aussi, Romain de Garcini, pour le neuf. Hein, vous l'avez dit, matériaux neufs qui non utilisés, qui représentent quand même 5 milliards d'euros. Donc, comment se met en place votre plateforme? Alors, nous, contrairement à Cycle Up, on a eu un retour. Comme quoi, finalement? Une façade de radiateur qui a été enfoncée lors de la livraison. Voilà. Mais sinon, je le rejoins. Je pense que nous, on a eu pareil. C'est vraiment très, très, très marginal. Beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, alors c'est vrai que nous, en fait, notre constat, c'est de revenir un peu au bon sens. Le bon sens, c'est que tout ce qui a été dit précédemment sur le réemploi de matériaux issus de la déconstruction, c'est génial. Mais avant ça, il y a des matériaux neufs qui sont produits et qui sont jetés. Donc nous, c'est notre constat. C'est un constat que moi j'ai effectué quand j'étais entrepreneur sur les chantiers. On appelle ça dans le métier des retours chantiers. Et ces retours chantiers, en fait, ils viennent meubler les dépôts et ils sont rarement utilisés dans les chantiers ultérieurs. Et donc, on est parti de ce constat-là. Et notre combat, c'est vraiment de donner une seconde première vie à ces matériaux. C'est assez simple. Encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut y penser. Et c'est vrai qu'on parlait, je suis assez d'accord sur le fait que l'industrie du BTP est très, très atomisée. Il y a 98%, je crois, des entreprises qui ont moins de 10 personnes, qui sont sans cesse en train de courir d'un chantier à un autre. Et il n'y a jamais réellement le temps de prendre du recul et de la réflexion sur, tiens, j'ai gardé ces matériaux et je peux éventuellement penser à les réutiliser pour tel ou tel chantier. C'est là où StockPro intervient avec des solutions digitales ultra simples qui viennent s'insérer dans les process et qui viennent aider l'entrepreneur, qu'il soit petit, moyen ou grand, à penser à réutiliser ces matériaux. Voilà. Donc c'est de la vente en ligne, c'est ça? C'est exactement ça, c'est de la vente en ligne. Alors nous, on a on va dire que le réemploi pour nous, c'est 3 choses. C'est d'abord le réemploi interne, c'est-à-dire que je pense à utiliser, je sais que ces matériaux existent et je pense à les réutiliser au moment où j'en ai besoin. 60% de nos clients réutilisent pour leur propre compte les matériaux. C'est un petit peu fou, mais donc ils ne sont pas obligés nécessairement de les vendre. Ils peuvent aussi penser à les réutiliser pour leur propre compte. La deuxième modalité de réemploi, effectivement, c'est vendre à un tiers. Donc là, je valorise ce que j'ai parce que je sais que je ne vais pas forcément en avoir besoin ou pas forcément avoir l'utilité de ce matériau dans mes prochains chantiers. Donc je le vends, soit à un particulier bricoleur, soit à un autre professionnel du BTP. Et on essaye de privilégier la boucle locale pour ne pas faire transporter ou transporter le matériau d'un point A à un trop long point B. Et puis la dernière modalité, c'est le don. Parce que finalement, je n'ai pas l'usage d'un matériau, mais quelqu'un autre que moi pourrait l'avoir. Ça me fait déjà une économie de frais de mise en décharge. Et donc, je donne. C'est ce qu'on est en train d'organiser pour offrir, encore une fois, le maximum de chances à tous les produits qui sont neufs et qui ont été produits une première fois, d'être vraiment utilisés une première fois. Alors, donc, c'est une plateforme qui existe depuis quand? C'est une plateforme qui existe depuis 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 000 matériaux à vendre sur cette plateforme. La particularité de StockPro, c'est que finalement, ce constat du gaspillage de matériaux neufs, on l'a fait pour les PME et les grands groupes du BTP, mais également du côté des distributeurs, des négociants, et du côté des fabricants. C'est-à-dire qu'un distributeur, en fin de cycle de commercialisation, il a énormément de matériaux qu'il n'a pas vendus dans un premier cycle, et aujourd'hui, il les détruit. Un fabricant, il crée une nouvelle référence pour vendre au distributeur sa nouvelle référence. La nouvelle référence chasse l'ancienne. Et là, on se retrouve avec des matériaux qui sont des fins de série et qui prennent le chemin de la destruction. Donc nos solutions, elles s'adressent également à ces acteurs-là, distributeurs et fabricants,
pour donner et offrir une seconde première vie également à ces matériaux. Alors j'imagine que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'opposition. Je veux dire, on peut décider, moi je suis un acteur, je dis tiens, j'ai envie de prendre quelques matériaux neufs non utilisés, tout comme j'ai envie, pourquoi pas, de faire du réemploi avec des matériaux déjà utilisés. Enfin... Mais bien sûr, un chantier... Il n'y a pas de différence de coût, parce qu'après, il y a une différence de coût, certainement. Enfin, nous, nos matériaux neufs, ils sont vendus entre 50 et 80% moins chers. Ouais. Il y a une très faible marge sur ces matériaux. Quand un maître d'ouvrage a une problématique de réemploi, l'idée, c'est de multiplier les sourcings pour pouvoir répondre à sa problématique. Donc, il peut utiliser du Cycle Up, du Stock Pro, du bac à cire. Je veux dire, c'est une approche qui est complètement complémentaire. Il y a pas, on n'a pas vocation... et il y a une particularité dans le réemploi qui est complexe, finalement, c'est que dans le temps, on ne peut pas garantir le maintien des références et on ne peut pas non plus maintenir ou assurer les quantités. Donc, il y a ce hiatus qu'il faut gérer entre l'offre et la demande côté entreprise ou maître d'ouvrage. Je crois que Sébastien est prêt à réagir. Oui, non, j'aime bien la question du coût et du prix, mais en fait, c'est le prix de quoi parce que nous, on a des produits qui sont en vente entre 1/5 et la moitié, voire parfois plus cher que le prix du neuf. Et même les matériaux qui sont vendus plus cher que le neuf partent parfois sur Cycle Up. Parce qu'en fait, ils embarquent quoi dans leur prix ? Ils embarquent le caractère local, ils embarquent les déchets qu'ils n'ont pas produits, ils embarquent les tonnes de carbone qu'ils économisent. Et donc parfois, une partie de nos clients, c'est cette histoire d'ensemble qu'ils achètent, et pas uniquement un prix. Alors forcément, les PME et les artisans, eux, viennent chercher un effet prix, et ils l'assument complètement. Mais face au grand défi de notre industrie, qui est de relocaliser, de sécuriser les approvisionnements, d'amener de la sobriété carbone, finalement, le prix facial de l'objet acheté, il est assez vite dépassé par un certain nombre d'acteurs. Alors c'est l'avant-garde, c'est pas 100% de nos clients qui achètent plus cher, mais ça existe. Oui, c'est comme quand on dit les Français préfèrent acheter bio, ils vont mettre plus cher, pas nécessairement tout le monde. Il faut aussi en avoir conscience. Oui, non, mais moi, et encore une fois, je dis le tissu économique, il est éclaté. Tout le monde n'a pas les mêmes défis. Les défis d'être présent et de courir depuis 5 h du matin jusqu'à 21 h sur les chantiers, c'est la réalité des artisans et des PME. Quand d'autres ont un défi, c'est de dire comment est-ce que je suis capable de livrer un bâtiment zéro carbone à une grande foncière qui me l'a commandé, et quels sont les moyens que j'ai à m'apporter pour atteindre cet objectif de performance. Et le réemploi est un moyen époustouflant d'efficacité économique pour atteindre l'objectif de sobriété carbone. Et en plus, comme on recrée des emplois locaux, la plupart du temps en insertion, et qu'on essaye, si possible, de ne pas les faire voyager trop loin, alors que les matériaux neufs, c'est rare qu'ils soient produits juste à côté de votre chantier, on arrive à cocher un certain nombre de cases qui sont les vrais défis de notre secteur. Il y a eu, je vais mettre un bémol là-dessus, pendant l'effet Covid, au moment où on avait un cargo qui avait mal raté son créneau dans le canal de Suez et où les chantiers fermaient les uns après les autres, on a eu des appels. Au début, il y a eu un effet contracyclique pour Cycle Up qui était de nous appeler en disant « Tous mes produits neufs sont bloqués en approvisionnement. Est-ce que vous pourriez me trouver les mêmes en réemploi ?» Alors ça a marché quelques semaines, puis après, quand tous les chantiers ont fermé, ça n'a plus marché, parce que même les gisements étaient eux-mêmes verrouillés. Mais cette question du quand c'est loin, possiblement c'est cher, les prix augmentent, et en plus on est soumis à une supply chain qui peut être un peu fragile, le réemploi a aussi ce côté d'une proximité, parfois. Alors, est-ce que vous voulez commenter, Marie-Angèle Sanchez, Sylvain Lerousseau, ce qui a été dit finalement par ces acteurs sur ce qu'ils vivent dans leur quotidien, sur aussi les métiers, finalement, aussi cette notion de compétence? Moi, je suis quand même globalement d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être deux remarques complémentaires sur les modèles économiques. C'est clair que le prix des matériaux a baissé, ça a été dit en introduction, je ne sais pas, au 19e siècle, on lançait des marchés, il y avait un appel d'offres pour pouvoir démolir des bâtiments. Donc les gens payaient pour pouvoir avoir le droit de démolir les bâtiments. On voit que ça a quand même pas mal changé. Maintenant, est-ce que la dynamique de baisse des prix des matériaux va être pérenne dans le temps? Ça, franchement, rien n'est moins sûr. Et puis en plus de ça, on voit qu'on a des gains de productivité qui sont énormes autour du réemploi, des effets d'apprentissage qui sont vraiment extrêmement importants. Donc les modèles économiques d'aujourd'hui et ceux de demain n'ont rien à voir, ils sont vraiment très différents. Ça, il faut quand même bien l'avoir en tête.
Et après, derrière, sur le fait qu'on est plutôt sur pas forcément sur des nouveaux métiers, mais plutôt sur une mutation des acteurs, là aussi, c'est clair, hein, la chaîne, elle est là, c'est une question de prise de responsabilité, une question de besoin de préciser, voilà, de réintégrer un peu des nouvelles choses. Mais le canevas global, il est là. Hein. Peut-être un exemple là-dessus, on est en train de finir un projet là, qui s'appelle FCRBE, qui un de ses objectifs est de recenser les tiers-lieux de reconditionnement, enfin les plateformes de revente de réemploi qui font ou pas du reconditionnement. Et en fait, on est sur 3 pays. Il y en a plus de, il y en a plus de 200 qui ont été identifiés en France, qui sont des acteurs qui sont très peu visibles, qui sont, comme le disait Sébastien, sollicités par les petits artisans qui, enfin, on va dire petits artisans pas forcément, mais par des acteurs qui voilà, ont un besoin direct. Il y a, après, le fond du sujet pour moi là-dessus, c'est un besoin de reconnaissance des performances de l'offre. Et là, il y a un gros effort à faire, je pense, sur arriver à trouver des process pour faire en sorte que l'offre de produits, équipements, matériaux de réemploi, les performances de ces produits-là soient encadrées et puissent du coup être réintégrées de manière complètement standard dans le reste de la chaîne. Et c'est plutôt là-dessus qu'il y a un enjeu en ce moment, je pense. Mais allez-y. Oui, je partage effectivement. Non, normalement, ça marche. Allez-y. Très bien. Je partage effectivement ce qui a été dit. C'est plutôt une évolution, mais il y a aussi une évolution de responsabilité. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir caractériser des produits et il faut savoir quel acteur le fait, dans quelles conditions, à quel moment. Il va falloir aussi déposer, il va falloir aussi transporter ce qu'on a déposé, il va falloir le reconditionner dans certains cas. Donc oui, effectivement, il faut bien identifier quelles sont ces évolutions et pouvoir mettre en face les contrats pertinents, ça d'un côté. Et je me permets, effectivement, les plateformes aujourd'hui, et de la même manière, la plateforme PMD, vont servir à donner une visibilité au gisement. En 2017, l'Agence Qualité Construction a mené un retour d'expérience dans le cadre du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui a permis de mettre en exergue qu'une des problématiques majeures, c'était d'identifier ces gisements. Et en fait, la difficulté de cette identification menait parfois à remplacer le réemploi par des produits neufs. Et il faut aussi avoir à l'esprit qu'en fait, dans le domaine du réemploi, la conception, elle s'inverse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une conception à laquelle on met en face des produits, c'est que la conception, elle s'est faite sur la base d'un gisement. Et ces éléments-là sont aussi des évolutions qu'il va falloir en fait, mettre en évidence et adopter. Je vois que vous êtes prêts à réagir, puis je vais passer la parole à Cyril Sartor et préparez-vous si vous avez des questions dans la salle. Allez-y. Oui, je souscris complètement, même si j'ai l'habitude d'être assez affirmatif sur le fait que le secteur bouge et bouge plus vite. Quand on a lancé Cycle Up il y a 4 ans, on avait une idée assez romantique du bâtiment comme un gisement permanent et du building as a material bank. Et puis on a commencé par créer une plateforme numérique et on imaginait que toutes les transactions se feraient d'immeuble à immeuble, de chantier à chantier, en flux tendu, avec une parfaite synchronicité. Pourquoi pas un jour? Du timing, des quantités et des prix. Bon, la réalité, c'est que ça arrive de temps en temps, mais ça n'arrive pas bien plus souvent. Et donc finalement, nous-mêmes, on est passé d'un service 100% digitalisé à mettre aussi un peu plus les mains dans le cambouis, à créer un entrepôt à Saint-Ouen avec des garçons et des filles en insertion qui font de la logistique, de la manutention, de la requalification, du contrôle qualité. On a aussi créé un showroom pour y accueillir les maîtres d'ouvrage et les architectes pour montrer les matériaux dans le contexte un peu plus glamour que la poussière d'un chantier ou le capharnaüm d'un entrepôt. Parce que finalement, la chaîne de la prescription, qui est de montrer un produit de réemploi et de montrer qu'il peut être tout à fait aussi qualitatif, c'est plus facile de convaincre dans un showroom et avec une belle lumière que dans un carton posé au pied d'un engin de démolition. Et donc finalement, nous-mêmes, on a basculé d'un commerce 100% digital et très théorique, de flux tendus, à un commerce beaucoup plus pratico-pratique avec des entrepôts, des livraisons et pas mal d'hommes et de femmes pour faire tourner la boutique. Alors, il y a Romain aussi qui veut commenter. Cyril Sartor, allez-y. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Marie-Angèle. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on a chez StockPro avec les maîtres d'ouvrage, c'est quand les maîtres d'ouvrage ont une clause de réemploi de X%, c'est un peu punitif. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah,
comment est-ce qu'on peut répondre à la clause? C'est un peu comme les clauses d'insertion parfois, ça nous oblige ou ça oblige les maîtres d'ouvrage à un peu de grand écart. Et je pense qu'il faut passer de cette logique-là à une logique un peu plus proactive en disant j'accepte, moi, maître d'ouvrage, d'avoir X références différentes pour mes salles de bain, X références différentes de carrelage, X références différentes de flot plafond. Je fais un raisonnement plus peut-être par espace, par pièce. Il y a toute une, mais c'est en train d'être fait, mais il y a toute une réflexion amont et un shift à opérer pour mettre le réemploi au cœur finalement des décisions de conception et pas de manière périphérique à la fin de la chaîne. Cyril Sartor, vous voulez rajouter un commentaire? Oui. Oui, non, je voulais revenir un peu sur cette idée de surcoût. Aujourd'hui, on est au début. Soyons honnêtes, même si, comme l'a dit M. Duprat, il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui le faisaient déjà d'eux-mêmes, mais à grande échelle, on n'est qu'au début. Je cite l'UP 4 ans, Stock Pro 3 ans, ça. Donc, oui, c'est ça. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'automobile, 2003, on va bientôt fêter les 20 ans. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la filière automobile. Et il faut qu'on s'en inspire et qu'on travaille d'arrache-pied. Puis la vraie question, c'est quoi le coût de la survie de notre planète? Tout simplement. Aujourd'hui, on travaille quand même pour l'avenir. Donc n'ayons pas peur. Mais en tout cas, même si vous dites 3 ans, 4 ans, il y a une accélération très nette qu'on voit aussi, bien sûr. voit aussi à travers ce colloque. Et ça prouve bien l'intérêt de chaque intervenant du bâtiment. Je dis bien chaque intervenant. Toutes les strates aujourd'hui se sentent concernées. Plus ou moins de façon importante. Mais l'idée, c'est qu'on puisse emmener tout le monde dans cette belle aventure. Une de plus. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Voilà, il y a monsieur relève la main. Il y a une autre question ici. Si jamais il y a des questions d'internautes, Alexandre est sur le pont. Il me fait un signe aussi. Alors, allez-y, monsieur. Oui, merci beaucoup. Moi, il y a un élément que vous n'avez pas abordé. Vous avez beaucoup parlé de performance. Mais en fait, la question que vous posez, elle pose la question pour le produit neuf aussi, d'ailleurs. C'est la durée de vie. Aujourd'hui, on a des fiches de données environnementales et sanitaires dans lesquelles il y a une durée de vie des produits qui sont liées à l'analyse de cycle de vie de ces produits. Quelle va être la durée de vie résiduelle d'un produit réemployé ou réutilisé, et qui la garantit? C'est un marché formidable pour l'assurance finalement. Là, on est en train de dire que l'assureur va pouvoir ouvrir un marché de garantie de durée de vie résiduelle si elle est certifiée par un tiers indépendant. Est-ce que j'ai bien compris votre démarche? Oui, ils assurent les voitures d'occasion depuis un certain temps déjà. Alors, il y a passé par un process de contrôle technique, de qualification. Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que vous êtes capable de garantir des durées de vie résiduelles sur des produits industriels dont personne aujourd'hui ne dit quelle est la durée de vie? Oui. Vous êtes très fort. Parce que moi, la question que ça me pose, c'est y compris pour le neuf. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'achète des produits neufs et à aucun moment, je mets dans mon contrat que je veux une durée de vie décomposant de X années. Implicitement, j'ai une garantie décennale, mais au-delà de ça, alors il y a deux effets. Qu'est-ce que je fais avec un produit après 10 ans? Il n'a plus de durée de vie en fait. L'industriel pourrait vous dire, non, vous ne pouvez pas le réutiliser, il est plus en vie. Il y a deux réponses à ça, Franck. La première, c'est la plupart des matériaux qu'on nous confie n'ont même pas atteint la fin de leur garantie originelle. C'est-à-dire qu'en immobilier, en Île-de-France, en tertiaire, en moyenne, on reconfigure les espaces intérieurs tous les 7 ans. On a construit il y a 7 ans avec des produits qui avaient une durée de vie assurantielle de 10 ans, théorique de 20 ans. Et donc on se retrouve dans un scénario où la plupart des matériaux qui nous sont confiés ne sont même pas au terme de leur première vie. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas actuaire, mais aujourd'hui, le modèle d'assurance et de garantie qui nous est proposé, sur lequel est fondée la garantie de seconde vie de Cycle Up, c'est une approche probabiliste. Ce n'est pas comme la garantie d'un industriel, c'est une garantie sur la base d'un taux de sinistralité, d'un taux de retour. Pour l'instant, les chiffres nous sont favorables et on se retrouve dans un scénario où c'est comme l'extension de la garantie de la machine à laver. Ce n'est pas lié à la probabilité réelle de survenance d'une panne au bout de 3 ans de tel modèle et de 4 ans de tel autre modèle. C'est une approche probabiliste globale sur l'ensemble du parc. Et la seule chose que je peux faire au pied de la pratique, c'est de dire... les assureurs sont prêts à s'engager dans cette théorie-là puisqu'on arrive à avoir, nous, des garanties et à les offrir à nos clients.
Et deux, la plupart des matériaux qu'on nous confie sont plus haut de gamme. Et souvent, avant même la fin de leur première vie d'un point de vue technique. Et c'est ce qui décontracte les professionnels pour les remettre en œuvre. Je crois que Romain aussi voulait commenter. Oui, je vais répondre pour les neufs. Pour le neuf, c'est le fabricant qui garantit son matériau. Donc, s'il y a un appel à garantie lié à un problème du matériau, on se retourne vers le fabricant. Que le matériau ait été acheté via un distributeur ou en direct. Et après, c'est au fabricant d'apporter la preuve qu'il n'est pas responsable du défaut relevé. Sinon, il change le matériau. Je crois que Sylvain voulait commenter aussi. Ouais, peut-être ce sujet de la durée de vie, en fait, il est extrêmement complexe dans le secteur du bâtiment parce qu'on est sur des cycles qui sont extrêmement longs, et du coup, on a aujourd'hui, en fait, il y a les durées de vie d'amortissement comptable dont on parlait, il y a les durées de vie en œuvre, les durées de vie, on va dire, de référence qui sont utilisées pour les FDES, et les durées de vie en œuvre qui sont extrêmement disparates, en fait. On peut avoir des produits qui sont déposés après 1 an, 2 ans, 3 ans, d'autres qui sont déposés après 30 ans. Enfin, je ne sais pas, dans les FDES, sur les durées de vie de référence, on fait ça sur les ACV, on les fait sur 50 ou 100 ans. Est-ce que ça veut dire que dans le parc, il n'y a aucun bâtiment qui a plus de 100 ans? Non, il y en a quand même une bonne partie. Pourtant, ça tient toujours. On est sur et personne a de problème à acheter un bâtiment, un appartement ou un immeuble qui est déjà sur pied. Donc, en fait, c'est logique de repartir sur un cycle, sur un nouveau cycle. Elles sont déjà là, elles existent. Et comme on est sur la difficulté, c'est qu'on est vraiment sur des durées d'usage, en tout cas, qui sont assez longues. Et on a un besoin de connaissances, de renforcement des connaissances, en fait, sur la durabilité des produits, sur l'impact des conditions d'usage sur ces durabilités-là. Et le fait de travailler justement sur le réemploi des matériaux, sur la requalification des performances après un premier cycle de vie en œuvre, va être un formidable accélérateur justement pour renforcer ces informations-là et ces compétences-là pour qu'ensuite on soit capable d'apporter du coup qu'on crée la connaissance pour pouvoir apporter des garanties sur des plus longues durées et sur plusieurs cycles. Alors, je crois qu'il y a une question internaute et puis on va passer la parole parce qu'il y a aussi une question. Je vais prendre la question internaute, votre question, et je suis désolée, il faut enchaîner avec une table ronde justement sur l'assurance et la responsabilité des acteurs. Alexandre Kulinix, allez-y. Alors, je suis désolé, mais il y a 25 questions qui viennent d'arriver. D'accord. Ça gère pas. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. On les écrira à la main, enfin, on répondra individuellement, si je puis dire. Et ben avec plaisir. En tout cas, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est très bien. Manifestement. Donc, il y en a une. J'avais prévenu qu'on devait faire un temps de questions plus long. Pas de problème. Donc, réemploi n'est-il pas l'occasion de remettre en place des mécanismes d'avis technique rapide type Pass Innovation? Je pense que c'est pour Monsieur Laurenceau du CSTB. Alors, il va y répondre, et puis après, voilà, parce que sinon, on va tout emmêler. Ouais. Allez-y. Allez-y. En fait, on s'est beaucoup posé la question. Globalement, l'idée, c'est en fait, aujourd'hui, la mécanique d'avis technique, on est sur un processus qui peut être assez long, assez coûteux, enfin, qui est bien sur des opérations de grande envergure ou c'est sur des opérations qui viennent préfigurer du coup des grosses lignes de production. Quand on va parler de réemployer 300 mètres carrés de portes, passer par une logique d'appréciation technique, d'expérimentation, ça va être trop coûteux. On va prendre une enclume pour enfoncer un clou. Donc c'est des dispositifs qui sont pas nécessairement adaptés. L'idée est de dire qu'on a besoin en fait au travers de guides et de méthodes qui sont reconnues sur la manière de requalifier, de diagnostiquer, qui couvrent l'ensemble des étapes en fait, du diagnostic jusqu'à la remise en œuvre, et qu'on arrive à, si ces méthodes-là peuvent être reconnues, potentiellement en passant par des avis techniques si nécessaire dans un premier temps pour faciliter les choses, ça permettra après de pouvoir en fait sécuriser les pratiques sur ces petites opérations. Donc c'est pas forcément une démarche qu'on a beaucoup creusée pour le moment. Maintenant, si on est ouvert après à explorer toutes les pistes. Une autre question, Alexandre, et puis après on passera à la question aussi à la personne qui est dans la salle. Allez-y. Il y a beaucoup de questions qui tendent à dire qu'on s'intéresse beaucoup aux gros chantiers et aux professionnels, mais comment on favorise le réemploi pour le particulier et comment il est inclus dans ce mécanisme d'économie circulaire?
je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais chez StockPro, on peut, en étant particulier bricoleur, accéder justement à cette base de matériaux donc professionnels, puisque les 3 sources de gaspillage, je les rappelle, les PME et les grands groupes, les fabricants et les distributeurs. Donc on est bricoleur, on a envie de participer activement au réemploi et en plus trouver des matériaux forcément pas très chers. On peut les trouver et sur StockPro. Alors, si la personne... Nous, on ne sert pas les particuliers, mais c'est la collaboration avec le réseau des ressourceries, parce que les règles de la distribution et du commerce envers les particuliers ne sont pas exactement les mêmes. Donc nous, c'est via des partenariats avec des ressourceries qu'on traite cette question des besoins des particuliers bricoleurs du dimanche. J'apporte un dernier complément. Ce qui est très intéressant d'associer le particulier, c'est qu'on parlait de petites quantités et de références qui ne duraient pas forcément dans le temps. Un particulier, pour ses problématiques de chantier, il a forcément besoin de pas beaucoup de quantité et il est très souple parce qu'il n'a pas forcément un bureau de contrôle ou des choses comme ça dans son projet de rénovation. Donc il est beaucoup plus flexible sur ses choix de matériaux. Donc on a besoin du particulier bricoleur comme exutoire. Exactement. Alors, prendre une question, préparer une dernière question, Alexandre, après, mais prendre la question de madame. Après, on doit enchaîner. Et je sais que François-Michel Lambert a un agenda restreint. Donc, c'est pour ça que nous sommes obligés de... Allez-y, je vous en prie. Donc, Virginie Bloyer, oui, c'est vrai, je vous reconnais maintenant. Voilà. Vous étiez derrière votre masque. Voilà, juste en réaction à tous ces interviews extrêmement intéressantes, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'anticipation. Effectivement, on maximisera le réemploi si on a une vision très lisible des composantes d'un bâtiment. Et si on le couple avec le digital, on peut vraiment passer ce cap de l'exploration et de l'identification de toutes ces ressources. Sans le digital, le mode manuel est un petit peu plus compliqué. Donc c'est ce qu'on propose avec Bâtirim, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est de digitaliser et surtout simplifier, parce que toute conduite du changement peut être douloureuse, mais si on la simplifie, on y arrive. Merci à vous. Alors, c'est pas facile de sélectionner une dernière question, j'imagine. Non, mais il y a beaucoup de questions qui sont relatives à l'assurance et comme il y a une table ronde juste après, bah voilà, alors là, on laissera un peu de temps. Donc, tout de suite, vous êtes prévenus, les intervenants de la table ronde, on va faire un temps plus restreint pour laisser de la place à des questions. Donc, il n'y en a pas d'autres là autour de ce sujet technique. Les acteurs, non, rien d'autre là sous la main pour le moment. C'est bon. Parfait. Bon, bah, écoutez, on peut vous applaudir et je peux vous remercier tous les 5 pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous.